Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence à notre colloque. Je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants, messieurs les ambassadeurs, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur le Moyen-Orient face à la nouvelle confrontation internationale. Les territoires du Proche et Moyen-Orient sont les plus disposés à connaître des risques et des crises. Quelle en est la cause? On peut classer ces pays selon différents critères ethniques, religieux, nationaux. La difficulté de la question nationale dans ces pays réside dans le fait qu'ils sont issus des vestiges de l'Empire islamique désintégrés depuis des années. Or, l'intégration de la langue arabe et de l'islam les a séparés de leur histoire pré-islamique. Il est de temps d'une identité arabe avec une structure tribale. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pu surmonter ces difficultés, ils n'ont pas réussi à faire disparaître les insoumissions et créer un peuple unique. Les efforts entrepris depuis plus d'un siècle par les dirigeants dans le but de mettre en place une unité islamique et une union arabe face au colonialisme sont restés vains. Ce ne sont que des stratégies inutiles, ne servant plus qu'à remplir l'histoire de la région. Le point commun des pays de la région réside dans leur retard social. La structure de leur société et leurs relations avec les événements revêtent un carrière tribal. Si l'homme hôte du Caire, d'Alexandrie, de Beyrouth, de Bagdad, leur apparence, on retrouve immédiatement les vestiges de l'ancien système du califat. La religion, non en tant qu'attrait vivant, mais comme principal facteur de retard sévit sur la conscience sociale. Une situation similaire existe en Asie centrale, en Afghanistan et au Pakistan. Le califat religieux a disparu depuis des siècles, mais les systèmes basés sur le modèle tribal qui régit la société se sont maintenus. L'islam politique en Afrique du Nord, qui au début joua un rôle principal dans l'indépendance de ce pays, a par la suite démontré son incapacité pratique à instaurer un système de gestion stable. Très rapidement, les gouvernements de ces pays tombèrent entre les mains des militaires.
Une pensée qui avait démontré son efficacité à mobiliser les foules pour l'indépendance fut écartée dans la lutte contre les dictateurs militaires et remplacée par un leadership religieux, traditionnaliste, d'un sectarisme barbare, pour que le pouvoir réside dans la violence de l'époque tribale et cultive le terrorisme. Ce phénomène, accueilli rapidement et favorablement par l'Occident dans la guerre en Afghanistan, qui a transformé ce pays à l'ouest du Pakistan en lieu d'enseignement et de formation du terrorisme et du sectarisme religieux, n'a aucune parenté avec l'islam politique. Il en est la négation. En retour, les dirigeants occidentaux qui ont bénéficié des bienfaits de ce bandisme en Asie et en Afrique n'ont pas été à l'abri de ces méfaits. Le pan-arabisme, cristallisation des complexes dus aux luttes anticoloniales avortées du XXe siècle, n'a eu d'autre effet que l'intégrisme. Les multiples expériences des nationalistes dans la région ont essuyé des échecs successifs. Les expériences menées entre l'Égypte et la Libye, entre l'Égypte et la Syrie, entre la Syrie et l'Irak, sous le drapeau du parti Baas, qui a mené déchirer, qui mène déchirer ce parti, ont démontré que ni le panarabisme ni le panislamisme ne peuvent assurer le développement et le progrès des vastes territoires arabophones. Ce qu'ont toujours oublié les propagandistes de l'intégrisme religieux et du chauvinisme national est le fait que les deux PAN sont les principaux éléments de l'insécurité, de conflits et de troubles utilisés par le système néocolonial pour justifier et consolider sa présence et son intervention dans la région, en provoquant des crises et des guerres civiles entre les voisins. Le néocolonialisme a détenu son pouvoir et épanoui le marché d'armement dans la région. Dès lors, en quel sens interpréter les actuelles luttes sanglantes entre sunnites et chiites en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, au Liban, au Yémen, au Bahreïn, au Soudan et en Arabie Saoudite? On vient d'apprendre la décapitation par le pouvoir wahhabite de 81 chiites. On assiste à une véritable inégalité théologique, historique, ethnique et liturgique, ou à des oppositions tribales et sociales qui se légitiment par la mobilisation de discriminations religieuses perturbées de siècle en siècle. Comment chaque pays a-t-il élaboré sa personnalité à travers les populations et les civilisations en lesquelles
s'est implanté l'islam dans la diversité des courants, des mouvements, des écoles et des rites qui existent à un niveau où les principes de la civilisation s'expriment grâce à leur rôle créatif dans le destin de l'homme. L'existence de la religion dans toutes les sociétés humaines est reconnue comme une nécessité. La présence de la religion, si elle reste modérée, confère à l'individu une conception du monde et une connaissance collective tout en modelant ses attitudes individuelles et sociales. Éteindre l'incendie en Palestine et mettre un terme à cet odieux aventurisme dans l'histoire contemporaine pourrait être le préalable à la mise en œuvre d'une entente régionale pour lutter sérieusement contre l'intégrisme et la propagande du sectarisme religieux ou ethnique des États de cette région. Cette politique pourrait également représenter la prise de conscience par les populations régionales, par leurs dirigeants et par les personnalités sociales, scientifiques et politiques de la nécessité d'instaurer une entente régionale durable pour défendre la sécurité, la paix et la coopération commune essentielles à la région sécurisée du Moyen-Orient, où la présence des forces militaires étrangères serait bannie aussi bien sur terre que sur mer. De même, le Moyen-Orient est en proie de nombreuses difficultés telles que le terrorisme, l'extrémisme, le trafic des stupéfiants, la régression économique et politique, les tensions ethniques, frontalières, religieuses, les difficultés environnementales et les conflits politiques qui défient la stabilité et la sécurité de cette région du globe. Pour relever ces défis, une coopération collective grandissante et une utilisation convenable des capacités et des ressources de cette région sont plus qu'indispensables. La particularité de la présence de ces richesses dans cette région l'a transformée en un des foyers internationaux de rivalité entre les grandes puissances. Les intérêts communs, les menaces et les inquiétudes communes, les valeurs culturelles communes, les antécédents historiques et la position géographique ont conduit à l'établissement des rapports géopolitiques entre les pays de cette région et probablement à des coopérations futures. Les politiques d'encouragement aux convergences régionales et utilisation des outils diplomatiques constructifs peuvent empêcher la dépendance des pays de petite dimension à l'égard des grandes puissances et diminuer les rivalités entre les différents acteurs dans cette région. Bien, merci beaucoup de votre attention particulière.